Bonsoir à toutes et à tous, l'heure de l'information, bienvenue dans la grande édition de la 7, dont voici les titres. À la une de l'actualité, nous ferons focus sur le 32e anniversaire de la Conférence nationale souveraine de 1991. Les précisions à suivre dans ce journal. Au menu, les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC sont disponibles depuis la nuit de ce jeudi sur toute l'étendue du territoire. En légère baisse depuis l'année dernière, le taux de réussite à l'échelle nationale s'élève à 81,77%. Hors de nos frontières, au Kenya, des manifestations ont été déclenchées après que le président William Ruto a signé des lois prévoyant des augmentations d'impôts, en particulier des taxes d'assises sur l'essence. Les précisions dans quelques poignées de secondes. Et puis nous nous intéresserons aux difficultés de financement auxquelles font face les start-up africaines. Voilà pour les titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Demain, 8 juillet 2023, marque le 32e anniversaire de la Conférence nationale souveraine de 1991. Cette assise historique qui devrait jeter les bases d'une vie politique démocratique au Togo. Tour d'horizon relatif à cet événement dans cet élément signé Bernard Quinvy. Chers compatriotes, je voudrais souhaiter une chaleureuse bienvenue. 8 juillet 1991, 8 juillet 2023, cela fait exactement 32 ans que s'ouvrait dans la salle Fazao de l'hôtel du 2 février à Lomé la tant attendue conférence nationale souveraine. En effet, au début des années 90, le vent de changement de la démocratie et du multipartisme qui souffle sur l'Afrique de l'Ouest francophone touche également le Togo. Et le 8 juillet 1991, après plusieurs manifestations de rue et de grève, le gouvernement du Togo à l'époque dirigé par Eyadema Gnassingbé accepte l'ouverture d'une conférence nationale proclamée plus tard souveraine. Suivant un protocole bien rodé, un bureau de séance au présidium est élu le 13 juillet de la même année avec à sa tête Monseigneur Philippe Fanoko Podjoro. Durant les séances, les rumeurs créées ici et là, autant par le pouvoir que l'opposition, ont par moments pris le dessus sur les travaux, alimentant beaucoup plus des sentiments de méfiance. Malgré tout, la conférence nationale se clôt le 28 août 1991 par l'élection de Joseph Kokou-Kofigo au poste de Premier ministre de transition. Une transition qui a pris fin le 28 novembre 1991. Le Conseil national de crédit, à l'occasion de sa deuxième réunion ordinaire à Lomé, a examiné l'évolution de la situation économique du Togo, mais également du système financier, croissance économique, baisse de l'inflation, mais également des recommandations pour corriger les insuffisances. Suivons les détails dans le reportage suivant. Il est de Promise Pomegbe avec les commentaires de Félicité Chapla. Selon les récentes données de l'Observatoire des évolutions économiques du Togo, l'économie togolaise connaît une tendance haussière perceptible au niveau des indices de la production industrielle, les chiffres d'affaires dans le commerce et les services marchands. À la deuxième réunion ordinaire de l'année, le Conseil national du crédit CNC, décryptant l'environnement économique et financier du Togo, a fait savoir que la croissance économique est de 6% contre 5,8% en 2022 et que l'inflation est passée de 8% à 5,8%. L'on note également le passage du taux d'endettement de 66% à 60% en dessous de la norme communautaire plafond de 70% et un accroissement du volume de crédit octroyé aux opérateurs économiques avec une baisse du taux d'intérêt appliqué sur ces crédits. Les recommandations pour mieux faire n'ayant pas manqué, l'élan doit être poursuivi et des initiatives telles que la digitalisation des services financiers, le renforcement de la sécurité des systèmes financiers avec des dispositifs de cybersécurité doivent progresser. Si les banques devront assurer des services de qualité, le fonctionnement normal des guichets automatiques, sans oublier la prise en charge des réclamations, la question des difficultés de financement de l'agriculture et de l'habitat ont été évoquées et les possibilités de permettre aux microfinances de financer davantage l'habitat, mais également de créer une banque dédiée au secteur agricole ont été analysées.
Autre actualité ce soir, les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC sont disponibles depuis la nuit de ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. En légère baisse depuis l'année dernière, le taux de réussite à l'échelle nationale s'élève à 81,77%. Les détails dans cet élément d'Harold Mersan-Atto. Les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC sont désormais connus. Sur les 132 451 élèves qui ont composé à cet examen national, 108 305 ont été admis. Le taux de réussite à l'échelle nationale s'élève de ce fait à 81,77%. Ce taux, bien qu'en augmentation face aux 65,76% de 2020 et aux 65,08% de 2021, reste en légère baisse comparé à l'année précédente. En effet, en 2022, il s'élevait à 82,99%. Si l'on regarde plus en détail, la région centrale enregistre le taux de réussite le plus élevé avec 98,56% et la région des plateaux Est, celui le plus bas avec 81,46%. Le taux de réussite dans le Grand Lomé est quant à lui de 64,08%. Ces résultats, disponibles depuis la nuit du 6 juillet sur toute l'étendue du territoire national, sont consultables en ligne sur le site web www.resultats.gouv.togo dédié spécialement à cette consultation grâce au numéro de table ou au numéro d'inscription. Par SMS, toujours grâce à ces numéros, ils sont affichés dans les centres d'écrit dès ce vendredi. L'obtention de ce diplôme est de la plus grande importance pour les apprenants et leurs familles, car elle représente un billet pour accéder au lycée et poursuivre ses études. Des précisions ont été faites en ce qui concerne les exportations réalisées par le Togo durant les 3 premiers mois de cette année. Parmi donc les 10 produits exportés, le top 3 va pour le phosphate, le soja et les matières plastiques. À l'aide des données publiées par l'INSED, nous vous faisons le point. Nadège Arija. Pour le compte du premier trimestre 2023, les exportations effectuées par le Togo ont porté sur 10 produits, dont 3 essentiellement les matières plastiques, les phosphates et le soja. L'Inde reste une destination privilégiée des exportations du pays. De façon chiffrée et ordonnée, le total des phosphates exportés est estimé à un pourcentage de 19,6% de toutes les exportations pour une valeur de 41 577,7 000 francs CFA. Après, les fèves de soja représentent 7% et rapportent une valeur de 14 857,4 000 francs CFA. Et ensuite, les matières plastiques représentent 6,7% des exportations et ont apporté 14 187,2 000 francs CFA. Sur la liste, les 7 autres produits exportés, à savoir l'huile de palme raffinée et ses fractions, les produits de beauté ou de maquillage, entre autres, eux tous représentent 30,2%, pendant que le total des 3 premiers sont à 33%. À part l'Inde, qui est reconnue comme le client numéro 1 du pays, répond toute une série de partenaires commerciaux parmi lesquels le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et la France. La période de juin à octobre est propice à l'apparition de la grippe aviaire et de la peste porcine. Face au signalement des cas isolés de mortalité de volailles, de porcins, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural invite les agriculteurs à la vigilance. Plus de détails dans cet élément. L'influenza aviaire hautement pathogène, communément connue sous le nom de grippe aviaire, et la peste porcine africaine PPA, sont des maladies très contagieuses touchant respectivement les oiseaux et volailles et les élevages porcins. En cas d'épidémie, elles menacent la santé publique et affectent lourdement les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire dans les régions touchées. Même si le Togo a acquis, avec le soutien d'organismes internationaux, les moyens d'évaluer leur situation, de les prévenir et de gérer les foyers infectieux, ces épisodies continuent de causer de lourdes pertes pour les éleveurs et d'affecter tous les acteurs du secteur. Alors que la période de juin à octobre est propice à l'apparition de ces 2 maladies, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins invitent dans un communiqué en date du 4 juillet tous les éleveurs à plus de vigilance et de respect des mesures de biosécurité afin de mettre leurs exploitations à l'abri de toute infection majeure.
Toujours selon ce communiqué, des cas isolés de mortalité de volailles et de porcins ont été signalés dans certains élevages. L'actualité internationale à présent. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé ce mercredi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pour une visite officielle de 2 jours, il s'entretiendra avec son homologue congolais sur des initiatives visant à améliorer les relations bilatérales entre les deux pays. Les présidents de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo prévoient de signer un pacte de sécurité alors que les milices continuent d'occuper des pans entiers de l'Est instable de la RDC. Accueilli à Kinshasa par son homologue congolais Félix Tshisekedi, le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa a promis de continuer à aider la République démocratique du Congo à lutter contre l'insécurité et la pauvreté. Comme l'a dit le président Tshisekedi sur la question de la sécurité, l'Afrique du Sud a été fortement investie et fortement présente en RDC du côté Est. Et nous allons également renforcer cette relation en ayant un accord bilatéral sur la sécurité et la défense. Le président congolais Félix Tshisekedi a expliqué que l'accord pourrait prendre la forme d'un pacte de défense mutuelle, citant, sans entrer dans les détails, l'accord de défense mutuelle de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, comme potentiel modèle. Alors que l'Afrique, c'est un continent de près de 2 milliards d'habitants, un marché de près de 2 milliards d'habitants, et si nous résolvons le problème de l'intégration continentale, je crois que nous allons arriver à devenir une puissance économique et commerciale qui rivalisera avec les autres puissances économiques et commerciales de ce monde. L'idée est que nous devrions avoir une commission des minéraux qui nous aiderait tous, en particulier dans la SADC, à gérer nos minéraux correctement, afin qu'ils ne soient pas pillés par des personnes extérieures à notre région et à notre continent, afin que nous établissions des politiques, afin que nous soyons en mesure d'attirer des investissements. Des groupes armés sévissent dans une grande partie de l'Est de la RDC depuis 3 décennies, mais le groupe rebelle M23 s'est emparé de pans entiers de territoire et a déplacé environ 1 million de personnes dans la région. Le Cameroun déroule le tapis rouge pour Kylian Mbappé. La star de l'équipe de France de football est arrivée ce mercredi au pays pour une série d'événements caritatifs. Mis à part les détails relatifs à sa mission, l'accueil tel qu'était est décrit dans ce reportage que nous vous proposons d'apprécier. L'attaquant star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France de football, Kylian Mbappé, a été ovationné par des centaines de fans jeudi à son arrivée au Cameroun pour une visite consacrée à des œuvres de charité et un détour par le village de son père. Ses supporters l'ont accueilli à l'aéroport de Yaoundé, la capitale, son premier arrêt. C'est une grande fierté, sachant qu'il est camerounais d'origine. Et en tant que Parisien, c'est un honneur de l'accueillir. On est très content d'accueillir le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Nous sommes là pour rendre le séjour agréable de Kylian Mbappé. C'est une fierté pour nous de vivre ce moment historique parce que rentrer sur la terre de ses ancêtres, c'est quelque chose de magnifique et d'inoubliable. Kylian Mbappé était ce vendredi matin à l'école pour enfants sourds et malentendants de la Fondation pour l'éducation et la promotion des personnes déficientes auditives. Il participera ensuite à un match de basket Mbappé versus Joachim, sans doute Joachim Noah, fils du tennisman Yannick Noah. De temps en temps, qu'il rentre, qu'il vienne au pays et voir ce qui se passe, les réalités, encourager le football jeune pour que la nouvelle génération puisse aussi arriver au top comme lui, c'est ça. La star française sera samedi à Douala, la capitale économique du Cameroun, où il doit visiter une école, puis se rendra à Djebalé, le village de son père Wilfried Mbappé, né à Douala, mais qui a quitté très tôt le Cameroun pour la France. Et pendant ce temps, au Kenya, des manifestations de protestation ont été appelées par l'opposition contre le coût élevé de la vie. Manifestations qui ont été déclenchées après que le président William Ruto a signé des lois prévoyant des augmentations d'impôts, en particulier des taxes d'assises sur l'essence. Les forces de l'ordre kenyanes sont descendues en force dans plusieurs rues du pays vendredi en réponse à l'appel de l'opposition à manifester contre une série de hausses d'impôts controversées.
L'alliance Azimio du chef de l'opposition Raila Odinga a appelé à des manifestations anti-gouvernementales pour contester l'impact des nouvelles taxes sur la population kenyane, déjà en proie à une grave crise du coût de la vie. Des images télévisées ont montré que des gaz lacrymogènes avaient été lancés pour disperser les manifestations dans la ville portuaire de Mombasa, alors que les manifestants scandaient « Nous sommes fatigués » en swahili. Le président William Ruto a promulgué une loi de finances qui devrait rapporter plus de 2,1 milliards de dollars aux caisses de l'État et contribuer à réparer l'économie lourdement endettée. Cette loi intervient en parallèle d'une annonce polémique de la hausse des salaires de plusieurs hauts fonctionnaires, dont le président de la République. Au Zimbabwe, une cérémonie d'inauguration a été organisée pour les travaux dans la nouvelle usine d'une valeur de 300 millions de dollars. Conduite par Prospect Lithium Zimbabwe, cette implantation aura attiré beaucoup plus d'investisseurs. Le point. Une entreprise chinoise ouvre une mine de lithium au Zimbabwe. Inaugurée mercredi, l'usine de traitement du lithium d'une valeur de 300 millions de dollars a une capacité de traitement de 4,5 millions de tonnes métriques de lithium de roche dure en concentré pour l'exportation par an. Elle a été lancée par Prospect Lithium Zimbabwe, une filiale de la société chinoise Zhejiang Huayu. Le lithium est le minéral du présent et de l'avenir. C'est pourquoi son enrichissement et sa valorisation par Prospect Lithium Zimbabwe positionneront notre pays comme un acteur émergent et compétitif dans la chaîne de valeur mondiale du lithium partout dans le monde. Le Zimbabwe possède l'une des plus grandes réserves mondiales de lithium dont la demande explose dans le monde entier en raison de son utilisation dans les batteries des voitures électriques. Ces dernières années, le pays a attiré des investisseurs venus du Canada, du Royaume-Uni et de l'Australie, mais la Chine reste l'acteur dominant. Et puis, malgré la dimension novatrice de leur projet, les startups africaines font face à des difficultés de financement. Passant du manque d'infrastructures aux lois de réglementation, ces derniers ont réellement besoin d'un coup de pouce. Suivez ce reportage. Les startups africaines font face à des défis de financement. Malgré la dimension novatrice de leur projet, beaucoup d'entrepreneurs doivent se battre bec et ongles pour lever des fonds. C'est notamment le cas de Kidus Asfo, PDG et cofondateur de Cubic, une start-up éthiopienne qui développe une technologie de recyclage de déchets plastiques en blocs de construction. Ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui dans la seule usine que nous avons en Éthiopie, c'est de convertir 13 millions de kilos de déchets plastiques chaque année et de les transformer en plus de 5000 unités de logements abordables chaque année. Respectueuse du climat, Cubic reçoit des paquets de plastique usagés et les trie en piles. Âgé de 36 ans, son PDG a essuyé de nombreux refus de la part d'investisseurs méfiants avant d'obtenir des fonds d'amorçage. L'acquisition du prestigieux prix Africatech a permis à Cubic de renforcer sa visibilité. Lorsqu'il s'agit de lever des fonds pour une start-up, c'est une bataille difficile au début. Et c'est très effrayant, surtout lorsqu'il s'agit de la première start-up que vous créez. Dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir un groupe de personnes, à la fois de la famille, des amis, des entreprises, des connaissances du passé, qui me connaissent vraiment, qui croyaient vraiment en ce que nous faisons et qui étaient prêts à nous donner cette semence catalytique initiale dont nous avions besoin pour démarrer. Sur les 415 milliards de dollars de capital risque déployés dans le monde, un peu plus d'1%, soit 5,4 milliards de dollars, va à l'Afrique. Et sur cette somme, 80% vont à 4 pays seulement, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria et l'Égypte. Quand on regarde le montant de capital risque qui est déployé à travers le monde, vous avez à peine 1% qui va en Afrique. Donc vraiment, il y a un besoin d'augmenter les montants de capital risque qui arrivent en Afrique. Les startups africaines sont confrontées à une myriade d'obstacles, qu'il s'agisse des lois, des réglementations, du manque d'infrastructures ou de la fragmentation du marché continental. C'est sur cette actualité internationale que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent début de week-end en compagnie de nos programmes.